Quand je vais au cinéma, je pense toujours à regarder les issues de secours. Quand je vais dans les salles de concert, j'ai continuellement des images de la fosse du Bataclan. Quand je me lève le matin, je repense au coup de feu au Bataclan. Quand je vais aux toilettes, je pense au coup de feu au Bataclan. Et je peux continuer cette liste pour toujours, en fait. On peut pas tirer un bilan de 10 années d'existence avec le... Parce qu'encore une fois, en fait, j'en parlais avec mon frère il y a quelques jours. Mon frère me dit « Mais comment tu fais? Putain, 10 ans et tout. » Et je lui dis en fait, il faut toujours partir du fait que c'est le traumatisme qui gagne. Et je pense que c'est important parce que, en tant qu'humain, on se définit quand même, malheureusement, on se définit quand même beaucoup au regard des choses difficiles qu'on traverse. Et vivre un truc comme j'ai vécu il y a 10 ans, qui charrie ensuite tant de souffrances, parce que c'est clair qu'il y a l'attentat en lui-même, mais si ça s'arrêtait que là, en fait. Mais c'est pas le cas. Derrière, tout le stress post-traumatique, il y a les choses qu'on abandonne, les choses qui nous abîment, des choses qui viennent nous toucher là où on s'y attend pas, des proches, ma femme aujourd'hui qui souffre aussi, enfin, donc ça a tout touché. Quelque chose de positif, vraiment quelque chose de positif et auquel je m'attendais vraiment pas, c'est la rencontre de toute la communauté de victimes. Et ça, vraiment, en sortant du Bataclan et en voyant malheureusement tous ces gens qui y sont restés, jamais je me suis dit que j'aurais autant d'amis et autant de proches qui y étaient, et non seulement au Bataclan. Nadia Monteguerre, qui a perdu sa fille à la Belle Équipe, c'est une de mes plus grandes amies aujourd'hui. On se connaissait pas. Et en fait, elle a l'âge d'être ma mère, et on est amis, et on est proches, et on se parle, et on échange. Et j'en ai des exemples comme ça, j'en ai des dizaines en fait. Et je pense que mon livre en parle. C'est moi qui parle, mais en fait, il y a une collectivité qui est indéniable. Le 13 novembre, c'est un acte collectif, en fait. C'est des gens qui sont venus nous attaquer, et nous, c'est qui? C'est la société, voilà, on est allé voir des concerts, on est allé boire des coups en terrasse, et on a vécu ça collectivement. Donc je pense qu'un bilan positif, ce serait celui-là. C'est de dire, ouais, on a vécu quelque chose qui nous a ramené à notre individualité, mais malgré ça, on a réussi à inscrire du collectif et de l'humain. L'idée, c'est que dans 10 ans, je sois le père d'un enfant qui a 9 ans, 10 ans, et que j'avance, en fait. Parce que bien sûr, j'adore en parler, j'adore écrire, réfléchir, philosopher sur ça, mais c'est tirer un fil qui s'arrêtera jamais. Jamais je comprendrai pourquoi 2 personnes m'ont pris en otage pendant 2h30. Jamais. Donc l'idée, c'est que dans 10 ans, j'abandonne cette idée, j'abandonne l'envie, j'abandonne cette lampe torche là que j'emmène à chaque fois dans l'obscurité pour comprendre ce qui se passe dedans, quoi. Mais après, j'en sais rien en fait. Ma psy me disait souvent d'arrêter. En fait, elle m'expliquait que même si je trouve ça intéressant, que même si ça me fait du bien, il y a une morbidité derrière. Quand on passe 10 mois à parler de terrorisme, à entendre des scènes de crime, à entendre des accusés, à entendre tous ces mots qui sont liés en fait à la mort, forcément il y a une morbidité derrière. Et donc même si ça fait du bien d'en parler, même si ça fait du bien d'avoir des amis liés à tout ça, même si ça fait du bien de pouvoir décomplexer, de dire les choses telles qu'elles sont, ça attaque l'existence en fait. Et donc c'est clair que dans 10 ans, si je continue à en parler, c'est que c'est toujours là, donc c'est que j'aurais pas avancé, c'est que... Donc je pense que je suis obligé de faire un bilan à demi-teinte. C'est pas possible de dire ouais c'est génial et rester que dans une forme de résilience en fait. Pas possible, pas possible. Il y a 1 an et demi, Fred Deville décès en fait. Et j'espère qu'il n'y en aura plus jamais. Mais j'en sais rien. Et voilà, et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Fred et ça nous a tous marqués en fait. Et ça nous a tous fait comprendre que 9 ans après, c'est encore là. Donc je pense qu'il faut pas l'oublier quoi. Ouais, c'est toute l'ambivalence, c'est-à-dire que même si j'en parle pas, ce sera encore là. Même si j'en parle pas, quand je vais au cinéma, je pense toujours à regarder les issues de secours. Quand je vais dans les salles de concert, j'ai continuellement des images de la fosse du Bataclan. Quand je me lève le matin, je repense au coup de feu au Bataclan. Quand je vais aux toilettes, je pense au coup de feu au Bataclan. Et je peux continuer cette liste pour toujours en fait. Et ça fera partie de moi. Mais l'idée, c'est que j'arrête de l'invoquer en fait. Et aussi qu'on vienne me chercher pour ça.
Cette année, la différence avec l'an dernier et les autres années, c'est que, donc, pour expliquer un peu, en gros, les commémorations sont faites de sorte à ce qu'il y ait une sorte de cortège officiel qui commence au Stade de France et qui suit tous les sites d'attentats pour prendre fin devant le Bataclan. Donc les commémorations, il n'y a jamais de discours, il n'y a jamais de prise de parole publique, c'est très solennel et tout, et chacun vit un peu le moment comme il l'entend. Et ça aide aussi beaucoup, parce que ça nous permet à tous de vivre le moment comme on a envie, en fait, avec des gens, sans des gens. Moi, par exemple, il y a des années, j'ai invité mes parents, et des années d'autres pas, des amis même de l'extérieur qui sont venus, voilà. Et cette année, la différence, c'est que le gouvernement a décidé d'inaugurer en fait le jardin mémoriel situé à l'Hôtel de Ville de Paris, qui est en fait le jardin mémoriel du 13 novembre. Et donc il y a une commémoration le soir. Et il n'y avait jamais rien eu le soir jusqu'ici. Et le soir, c'est le pire moment pour nous, en fait. Parce que, bon, le matin, quand on est devant le Bataclan, c'est le matin. Moi, le 13 novembre au matin, je me réveillais à peine, j'allais jouer aux jeux vidéo, je parlais à mes potes et tout. Ma vie était autre. Donc je pouvais vivre ces 9 années de commémoration en me disant que le matin, ça va. Là, cette année, le soir, on sera à l'Hôtel de Ville. Et c'est super. Moi, je trouve ça vachement beau et tout. Et en même temps, je me dis, ouais, le soir, ton état d'esprit, c'est pas le même. Donc ça me pousse à une autre gymnastique, en fait. Ça me pousse à me dire, ouais, enfin, fais gaffe, parce que le soir, tu sais qu'il y a d'autres choses qui se passent. Et donc, on verra. J'appréhende parce que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça se trouve, au dernier moment, je vais dire, non, j'y vais pas, c'est fini. Je sais pas. Et donc moi, après le procès, j'ai ralenti pas mal de choses, y compris par exemple les rencontres que je fais en classe, ce genre de choses qui me ramenaient un peu vers ça. J'ai ralenti aussi sur c'est bête, mais sur les interviews que je faisais, ce genre de choses. J'ai gardé des gros projets, parce que je savais qu'il y avait les 10 ans, et que les 10 ans allaient être cette dernière fenêtre, cette ultime fenêtre, où la société allait se pencher dessus, et ensuite on en reparlerait dans les 15 ans, 20 ans, 25 ans, jusqu'à peut-être ne plus jamais en parler. Donc, à l'époque, je l'aurais mal vécu. Aujourd'hui, je pense que j'en ai besoin, en fait. Même si c'est de manière complètement inconsciente, j'en ai besoin parce que ça m'aiderait, en fait, au fond. Il y a un truc que j'ai jamais dit, mais que je vais dire maintenant, c'est que longtemps, je me suis demandé si j'allais pas terminer le livre en écrivant « Oubliez-moi ». Oubliez-moi, rappelez-vous de l'histoire, en fait. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui ont été massacrés sur des terrasses de café à Paris, au Stade de France, au Bataclan. Rappelez-vous de ça, en fait. Mais oubliez-moi, moi je suis pas influenceur du 13 novembre. Et c'est paradoxal parce que je sors un livre.